présentation men to bangi demgal pular tawde koy rendo fof en gonden donc mbiyen tan Mamadou Dara o wawa wallondirde bandiraɓe e sukaɓe kadi mbawa ɗum suivre no feewi kadi kala ko ganduɗa ko wawi dañede ɗo taw ko ballal meɗen fewde jeunesse nde wonno so tawi haalo pulaar kewi wiide so tawi doole donki yo doole keɓo jangde nde tawi sukaɓe jangi ko hen président ji ɗi jaltata ko hen ministére uji ɗi jaltata ko hen docteur ɓe jaltata ko hen haralleɓe ɗo banggue gurdameji meɗen ko hen jaltata noon Alaji Mamadou Dara mbima soyez bienvenue Ouros TV Zone Fulɓe TV kadi mbaɗa présenté d'abord en français comme ça après mbawa natanden e rogere meɗen hannde to banggue philo. Mamadou Dara Seck, proviseur du lycée de Boynaji et professeur de philosophie. Hande non jonde men nde fati koye préparation anticipée philosophie. No mbirɗa ni hunde fof en saha mum, hunde fof aussi ende hani paɗen koye baccalauréat. Baccalauréat noon so mbi ɗum ene foti wiide donc ko hunde aussi ganduɗa weltare ne mawni hen arde ɗo hande ndeno neɗɗo ala sowona diwan mum, neɗɗo so ala sowona ɗamgal mum, neɗɗo so ala sowona bandiraɓe mumen. So tawi noon wonko ganduɗa a ƴeewa etoɗa feccude ɓe ganduɗa ɓe walla janggoɓe ɓe mbi sa andi andin ononne darde mon yiyama e karallagal e batte wittoji e batte vraiment kala ko wawi nawde diwan o yeeso ano Bocar Seck e dendangal haralleɓe dilloɓe e ɗiɗo télévision ngaji local. Caggal nde calminmami e juurimami mi salmini aussi dendangal Wourossogui ha arte aussi yeeɓoɓe oɗo chaîne. So mbima tan mi yettima jettemi ko aussi halifa wuuro ngo ceerno Aliou Thiam kanko e Hassane Thiam o yetta kanko e famille makko e dendagal abdou makko eɗen ñagomo duwaw eɗen neldamo duwaw yen battini kadi mo wuuri enen kala e julɓe mum fof ko darata ko sono moƴƴi mum yo Allah waɗan ɗum so moƴƴani yo Allah itta waɗa ko moƴƴi ho. Philosophie noon seɗen mbaɗa ɗum mi watta ɗo e pular kono mbirumami ni tan so tawi eɗen kala haala philosophie kalten ko haala programme wona tan yewtere faade e gurdameji men walla e diwan e saaha oɗo ko namdi ko. Mi noddi ɗo hande sohaba mo si ɓe gara ɓe tawtere jonde nde kamɓe ko kamɓe guila école uddiri Allah waɗi min jaade hen emin jawridi hen chaque dimanche. Donc so mboɗo fuɗɗo mbiyamam d' abord mi waɗa feɗendam e pulaar hen ɗum fate français nde wonno ko hen jangga ko kalam ɗo koko hen jangga neɗɗo aussi saɗa haala sa yiɗi haalde hunde ko labti kalta ko jangguɗa ko. Voilà, donc la philosophie c'est une réflexion d'abord. Mon propos d'aujourd'hui sera axé autour de deux idées fondamentalement. La première, c'est d'abord la question de l'identité de la philosophie, la spécificité de la philosophie, et ensuite, dans un second temps, si bien sûr nous avons le temps, on parlera un peu de l'esthétique. Donc de l'art, la philosophie de l'art. Ce sont des points très récurrents au baccalauréat. Donc concernant la philosophie, il y a des gens qui étudient l'économie, il y a des gens qui étudient donc le droit, il y a des gens qui étudient donc les sciences logico-formelles ou bien les sciences expérimentales. L'objectif de la philosophie d'abord en terminale, c'est de faire une initiation. Mais une initiation basée sur ce qu'on appelle l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, qu'est-ce que cela veut dire? L'enseignant, dès qu'il entre en classe, il doit décliner clairement les objectifs pédagogiques, ce qu'on appelle les objectifs opératoires. Objectif opératoire formulé toujours en ces termes. L'élève sera capable de. L'élève sera capable de. Concernant le domaine 1, le domaine intitulé la spécificité de la réflexion philosophique, origine et spécificité de la réflexion philosophique, il est dit ceci. Les élèves seront capables de mettre en évidence les conditions et les formes par lesquelles s'est opérée l'émergence de la pensée philosophique.
Ensuite, ils en identifieront les traits distinctifs comparativement au mythe, à la magie, à la science, à la religion, à l'art, etc. Donc si je reviens de façon vraiment synthétique sur l'enjeu fondamental de la réflexion philosophique, il sera question pour l'élève d'être capable d'identifier la philosophie si elle est à côté du mythe, si elle est à côté de la magie, si elle est à côté de la religion. C'est pourquoi très souvent on pose ces questions du genre. La tradition mythique peut-elle s'accommoder de la réflexion philosophique? Ou bien la croyance religieuse peut-elle nous dispenser de la réflexion philosophique? Ou simplement comme le sujet de l'année dernière ou bien l'année d'avant, qui dit que le doute, hein, l'exercice du doute fait-il du philosophe un sceptique? L'objectif est d'amener l'élève, à partir du moment où il comprend la philosophie, à partir du moment où il comprend la nature de la réflexion philosophique, son origine, sa forme et sa démarche, de pouvoir la distinguer de tout ce qu'elle n'est pas. La philosophie n'est pas mythe parce qu'elle n'est pas imagination et elle n'est pas simplement projection. La philosophie n'est pas religion parce qu'elle n'est pas croyance. La philosophie n'est pas magie parce qu'elle n'est pas un procédé de transformation extraordinaire du monde. La philosophie est la réflexion. Et dans toute réflexion, il y a ce qu'on appelle un mouvement de retour sur soi. La fermeture autour de la pensée. Cette fermeture autour de la pensée suppose d'abord qu'on soit en face d'un être raisonnable. Parce que la seule différence entre nous et les animaux, ce n'est pas notre look, ce n'est pas notre démarche, mais c'est la nature intrinsèque, à savoir la raison. Nous mangeons, nous buvons et nous nous reproduisons comme les animaux. La seule différence, c'est que l'homme est un être doué de raison. Donc, par sa raison, il peut avoir une nature spécifique. Donc, si par exemple on disait à l'élève, l'homme est-il simplement un animal? L'homme est un animal. Parce qu'il doit... Animal, étymologiquement, veut dire animé, ce qui est doué d'une âme, ce qui peut se mouvoir, ce qui peut se déplacer, ce qui peut justement assurer soi-même, donc disons, sa propre motricité. Donc, ici, on revient un peu au sujet. L'homme peut-il être considéré comme un animal? Est-il simplement un animal? Je dis oui, l'homme est un animal. Parce qu'il disons, il est obligé, tout comme l'animal, de manger, de boire, de dormir. Il est soumis au déterminisme naturel, les mêmes que chez les animaux. Sauf que, à la différence de tous les autres animaux, l'homme est le seul qui refuse de vivre son animalité. L'homme est un être qui, dans la nature, refuse de subir le poids de la nature. L'homme est le seul être qui, dans la nature, essaie de la nier et de la réadapter par rapport à ses propres besoins. Donc là, c'est un peu un clin d'œil au niveau de nature et culture pour montrer que dans l'espace social, dans l'espace naturel, l'homme s'y trouve avec les autres animaux, mais à la différence des autres, lui, il essaie de travailler, parce que le travail est l'essence générique de l'homme. Il essaie en même temps de transformer le monde extérieur en vue d'y tirer ses moyens de subsistance, ce qu'on appelle la culture du point de vue rudimentaire. Maintenant, connaissant l'homme, qu'il est un être doué de raison, s'il est jeté dans un monde, il doit se poser des questions. L'animal ne se pose pas de questions, l'homme se pose des questions sur sa nature, dans sa nature et sur sa condition humaine. Des questions du genre, d'où vient le monde? Sur quel fondement se tient-il et vers où se dirige-t-il? Donc, en se posant ces questions, il va essayer également d'y apporter des éléments de réponse. C'est la nature même de ces questions qui apporte des réponses d'ordre métaphysique, par exemple. Parce que, à la différence de la science qui ne fait que décrire le monde extérieur, à la différence du mythe qui essaie d'expliquer un fait naturel en convoquant un fait en historique, à la différence de la religion qui essaie d'expliquer le monde à partir du Tout-Puissant, donc le métaphysicien, lui, il part de l'idée d'abord de la raison, en disant pourquoi le monde, pourquoi ceci plutôt que rien, par exemple. Et dans toutes les procédures de formulation des sujets, il est d'abord question, et fondamentalement, de l'approche par les compétences. On ne peut pas demander aux élèves de faire ce qu'ils ne savent pas faire, ou bien ce qu'on ne leur a pas appris. En réalité, si on pose une question, par exemple, comme je vais traiter un sujet pratique, l'exercice du doute fait-il du philosophe un sceptique, par exemple, de 2018 ou de 2019, je pense que c'est 2018. Alors là, on invite l'élève
à réfléchir sur la problématique du doute. Qu'est-ce que le doute? Est-ce que le fait que le philosophe doute peut faire de lui un sceptique? Qu'est-ce que le sceptique? Le doute, qu'est-ce que c'est? C'est la suspension du jugement. Douter veut dire suspendre le jugement. Si on est sûr de rien, au lieu d'avancer ou de reculer, on marque une pause et on se met à penser. C'est ce qu'on appelle le doute. Donc, ce n'est pas la critique, mais c'est une pause, une démarche prudente qu'on adopte dans le processus de la recherche de la connaissance, si on n'a pas encore la vérité ou bien la véracité des choses. Alors, le philosophe, il procède fondamentalement comme ça. Si on lui dit des choses qu'il ne comprend pas, il ne nie ni n'accepte, mais il se met d'abord à penser, ce qu'on appelle le doute. Il se met d'abord à penser pour voir est-ce que c'est vrai. Si c'est vrai, il accepte. Si c'est faux, il le rejette. Maintenant, il y a aussi une autre doctrine, ce qu'on appelle le pyrrhonisme. Il y a d'autres personnes qu'on appelle des sceptiques, qui par essence refusent à la raison sa capacité à parvenir à la vérité. Le scepticisme est une doctrine philosophique, une doctrine, un courant de pensée qui dit que la vérité n'existe pas. Et donc, puisque la vérité n'existe pas, à chaque fois qu'on vous dit des choses, il faut les remettre en question, il faut les rejeter. La vérité n'existe pas, même si elle existait, la raison humaine ne peut pas y parvenir. La philosophie donc a en commun avec le scepticisme la notion du doute. Le philosophe doute, le sceptique doute. Donc, de par l'exercice du doute, le philosophe peut se rapprocher du scepticisme, ou bien peut être considéré comme un sceptique, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est jamais sûr de rien, de quelqu'un qui remet tout le temps en question, de quelqu'un qui n'a jamais confiance en ce qu'on lui avance comme propos. C'est pourquoi, dans le champ de la réflexion philosophique, on vous dit par rapport à l'homme du sens commun, le philosophe est celui qui dit en pensant ce que tout le monde dit sans y penser. Les gens peuvent dire des choses sans en avoir la certitude. Le philosophe n'avance ni ne recuse, seulement après la réflexion. Il ne dit des choses qu'après avoir réfléchi, qu'après avoir d'abord fait passer toutes les idées au crible de la raison pratique. Voilà pourquoi, par exemple, du point de vue du doute, on peut rapprocher la philosophie du scepticisme. Parce que les deux ont la même démarche. Le sceptique dit que la vérité n'existe pas. Le philosophe dit que la vérité n'est ni à moi, ni à toi, elle est devant nous. Donc, personne ne peut se prévaloir le privilège, justement, d'avoir, disons, le monopole de la vérité. Le philosophe est celui qui, tout le temps, est inquiet. L'inquiétude, d'abord, c'est le contraire de l'assurance. Celui qui est inquiet, c'est celui qui est troublé intérieurement. C'est celui qui est angoissé. L'angoisse de ne pas avoir la vérité. L'angoisse de ne pas avoir la certitude. L'angoisse de ne pas vivre dans l'évidence. Alors, être contraint par conséquent de la chercher, cette évidence-là, cette vérité-là, justement, du point de vue de la réflexion. Donc, on voit que dans la démarche de la validation, on doit montrer quels sont les traits spécifiques de la philosophie et du scepticisme, et ce qui fait que le philosophe peut être rapproché du sceptique. J'ai dit, de par le doute qui est suspension du jugement, qui est d'une certaine manière prudence, qui est d'une certaine manière, disons, refus d'adhérer, refus de s'engager, refus d'accorder n'est-ce pas, statut à la vérité spontanée, le philosophe peut être toujours se rapprocher justement du sceptique. Seulement, au niveau de la phase de discussion, donc c'est important pour les élèves de terminale, savoir qu'en philosophie, on n'est pas comme dans la religion. On ne dit pas les choses de façon unilatérale. On ne dit pas les choses de façon absolue. L'absolu n'est pas philosophique. On dit les choses telles qu'elles me paraissent, mais en acceptant aussi qu'elles pourraient être envisagées autrement si on changeait de paradigme. Donc dans la phase de la validation, j'ai dit que si on compare la philosophie au sceptique du point de vue de la démarche, du point de vue justement disons, du doute, qui est suspension du jugement, du point de vue également de la prudence observée par rapport à l'adhésion à une vérité spontanée, alors on peut dire que le philosophe se rapproche du sceptique. Mais pas toujours, pas toujours. Quand on a je l'avais dit la dernière fois, quand vous avez un sujet dans lequel il y a des notions comme entièrement, toujours, il faut dans la phase de validation faire abstraction de ces notions. Ne pas dire que la philosophie peut toujours se rapprocher du sceptique. On dit que le philosophe peut, par le doute, être comparé au sceptique. Et dans la phase de discussion, dire ceci n'est pas toujours le cas. Pourquoi ce n'est pas toujours le cas?
Parce que du point de vue du scepticisme, on est absolu, on ne pourra jamais parvenir à la vérité. Le sceptique dit, la vérité n'existe pas, et même si elle existait, la raison humaine ne peut pas y parvenir. D'où le recours à un doute permanent. Le doute chez le sceptique est permanent. Permanent veut dire de façon continue, qui ne s'arrête jamais. Or, dans le champ de la philosophie, on doute seulement parce qu'on n'a pas encore atteint la vérité. On doute seulement parce qu'on veut y parvenir. Dès qu'on rencontre une idée claire et distincte, alors on arrête de douter pour s'engager. C'est pourquoi, par exemple, chez Descartes, qui, dans une perspective de recherche de la vérité, de la première vérité, a fait ce qu'on appelle recours à un malin génie. Le malin génie est une créature qu'il a fabriquée comme ça de façon monstrueuse, qui dit que le malin génie peut me tromper, une créature épouvantable qui me trompe, même si je fais donc la mathématique qui est une connaissance certaine. Mais Descartes dit, en faisant recours à un doute hyperbolique, je suis parvenu à poser une idée que même le malin génie ne peut pas me faire douter. C'est quoi? C'est la vérité de la pensée. Le doute me fait parvenir à l'évidence que je pense, je suis. Mon existence est subordonnée à ma pensée. Quand je pense, je suis certain que j'existe. Mais de par mon corps, je ne peux pas me rendre compte que j'existe. Par exemple, quand je dors, c'est le corps qui dort. La raison est en veilleuse. Je ne suis pas certain de mon existence. D'ailleurs, dans le domaine de la psychanalyse, on dit que le rêveur ne se rend compte qu'il rêvait que lorsqu'il se réveille. Aussi longtemps qu'on dort, on ne sait pas qu'on est en train de dormir. On ne sait pas parce que la raison n'est pas là. Aussi longtemps qu'on dort, on ne sait pas qu'on est en train de dormir. On ne se rend compte que l'on dormait que lorsqu'on se réveille. C'est-à-dire lorsque la raison reprend le contrôle, reprend la direction. Descartes dit que le malin génie fasse tout ce qu'il veut. Il ne pourra jamais faire en sorte que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. Donc, qu'est-ce que je suis? Je suis une substance dont toute la nature n'est que de penser. Descartes dit que personne ne peut remettre en question cette évidence-là. Vous voyez, il a fait recours à un doute. En un certain moment, il a trouvé une vérité. Aussitôt, il suspend le doute et il adhère à cette vérité-là. Donc, voilà pourquoi, par le doute, le philosophe ne peut pas se rapprocher du sceptique. Parce que le sceptique fait un doute permanent, alors que le philosophe fait un doute provisoire. Provisoire veut dire en attendant d'avoir mieux, ou bien en attendant d'avoir quelque chose qui pourrait me faire renoncer à la vérité, n'est-ce pas, première, ou bien changer de comportement. J'adopte ce comportement-là jusqu'à concurrence des arguments valables, des arguments me prouvant que j'avais tort auparavant. Ce qu'on appelle le doute provisoire. Voilà donc, dans ce premier registre-là, on voit que c'est un sujet de bac de 2018, dans lequel on invitait les élèves à réfléchir sur les rapports entre la philosophie et le scepticisme en insistant ou bien en partant de l'exercice du doute. Et le doute est là comme étant justement une démarche, chez le sceptique, une démarche permanente, c'est le philosophe, une démarche provisoire. Maintenant, je vais aussi vous bonifier d'un autre exercice dans le domaine de la réflexion, toujours en philosophie. Quand, de notre temps, on a dit philosopher, c'est se comporter, c'est le sujet de bac de notre temps. Philosopher, c'est se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. Philosopher, c'est se comporter à l'égard de l'univers comme si rien n'allait de soi. Celui qui philosophe, il se comporte à l'égard du monde, c'est-à-dire son attitude vis-à-vis du monde, c'est comme si le monde n'était pas évident. Il cherche la vérité. Puisqu'il cherche la vérité, il doit supposer que rien n'est évident, que rien n'est vrai, que rien n'est certain. Il cherche, et par cette recherche-là, il doit avoir une méthode, une démarche. Et c'est pourquoi je revenais tout à l'heure, je disais que la démarche, c'est d'abord la démarche du doute. L'étude, c'est une étude critique. Critique ne veut pas dire rejeter, mais évaluer. Le philosophe évalue avant d'accepter. Voilà donc ce premier point. Dans ce premier point, j'essayais en quelque sorte, non seulement de revenir sur la méthodologie dans la démarche, mais en même temps de rappeler un peu la problématique des sujets du baccalauréat. On ne peut pas normalement vous donner des choses que vous n'avez pas vues. Mais il y a un esprit
synthétique dont il faut un montre dans la résolution des problèmes. Il faut toujours avoir cette prudence-là dans le domaine de la démarche. Deuxième élément, un élève qui va au baccalauréat ne doit pas aller en faisant un choix a priori. Je vais soit faire le commentaire ou bien faire la dissertation. On va à la guerre. On amène des fusils. Si le fusil ne marche pas, on sort son couteau. Si le couteau ne marche pas, on fuit ou bien on prend d'autres armes. Donc, le philosophe également, ou bien le candidat doit avoir cette même démarche-là. Épuiser toutes les stratégies qui te permettront de manière directe ou indirecte de pouvoir affronter l'épreuve. Et de ce point de vue-là, je suis sûr que si on a la prudence, si on a donc un tout petit peu disons, de retenue et de maîtrise de soi, on pourra affronter les épreuves du bac avec brio. Deuxième élément, c'est parce que le domaine de la philosophie, cette année, on a simplifié, on a un peu éliminé un domaine vu le contexte de la pandémie. Et clin d'œil aux malades pour le rétablissement et prière également à tous les disparus. Par rapport à cette situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été prises par le gouvernement. Mesures par rapport au programme de réduction des programmes. C'est ainsi que de 4 domaines, on s'est retrouvé à 3 domaines. La réflexion philosophique, la vie sociale et l'esthétique. Dans le domaine de l'esthétique, là, je vais beaucoup insister. Dans le domaine de l'esthétique, on dit que les élèves seront capables d'identifier les formes et les fonctions de l'art. C'est un thème très récurrent au baccalauréat. Je pense que depuis des générations avant nous, chaque année, pratiquement, on posait au moins un sujet de baccalauréat, n'est-ce pas, aux élèves, donc aux candidats au baccalauréat. Parce que tellement le thème de l'esthétique est inépuisable. On dit maintenant, je donne un sujet, le même qui a été proposé au baccalauréat il y a quelques années. Quand je dis forme et fonction de l'art, dans le domaine de la philosophie, les élèves doivent être capables d'abord de savoir quelles sont les formes d'art. Il y a la peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie, etc. Et maintenant, quelles sont ces fonctions? À partir du moment où on pose d'abord que l'art est une activité humaine et non pas animale, parce que René dit que l'art commence à partir du moment où l'homme crée. Non plus comme chez les animaux dans un dessin utilitaire, mais pour représenter ou bien pour exprimer. 2 fonctions essentiellement. L'animal, quelle que soit la beauté de sa production, ne peut pas être considéré comme artiste. Donc on dit l'art ou les arts désignent toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Par les œuvres d'un être conscient selon André Lalande. Maintenant, au niveau de l'esthétique de ce domaine en question, il y a, comme on l'a dit, plusieurs formes d'art. Mais nous, on peut se focaliser sur d'abord l'objectif de l'art, qui est la production de la beauté. La beauté, qu'est-ce que c'est par nature? C'est ce qui plaît ou ce qui attire. Ce qui plaît ou ce qui attire. Notre attention, bien sûr. Maintenant, d'où vient l'art? Quelles sont les origines de l'art? Si dans le domaine de l'identification de la beauté, on doit faire allusion à 2 organes de sens fondamentalement, à la vue, parce qu'on regarde les œuvres d'art, on regarde par exemple une belle nature ou bien on écoute une belle musique. Par exemple, une belle chanson. On dira tout de suite que l'artiste doit d'abord s'inspirer de la nature. D'ailleurs, l'origine de l'art, c'est la nature. Il y a eu d'abord une beauté naturelle avant qu'il n'existe de beauté artistique. D'ailleurs, les premiers artistes dans l'art classique, on ne peignait que ce qui est beau est déjà présent dans la nature. Que ce qui est beau, d'abord, est déjà présent dans la nature. Cela veut dire quoi? Que l'artiste n'invente pas la beauté. Il va d'abord observer la beauté. Ou bien il va simplement s'enquérir. Une belle chanson, c'est les chants des oiseaux. Une belle nature dans le domaine de la contemplation. Dans les 2 cas, il y a les organes de sens qui interviennent dans le processus de détection et de définition de la beauté. On regarde une belle œuvre
ou bien on écoute également une belle œuvre, musicale bien sûr. Et dans l'art, il n'y a que ces deux choses-là. Soit on regarde une belle peinture, soit on est en train d'écouter une belle musique. Donc même une belle poésie, si vous voulez. Donc, je dis que l'art tire son origine de la nature. L'homme ne crée pas la beauté naturelle. Il va maintenant s'inspirer de cette beauté-là. Puis, suffisamment imbu de cette inspiration, il sera capable de création dans le domaine de ses œuvres. Il sera capable donc de transposition ou bien de déplacement. L'homme ne crée pas, il recrée. L'homme ne fait que copier la nature. C'est pourquoi on pense que, du point de vue de l'art, que l'artiste ne fait que copier la nature purement et simplement. Bien, il ne fait que copier. Qu'est-ce qu'il copie? Il copie la nature, mais surtout la belle nature. Et si on pousse la conséquence jusqu'au bout, ça veut dire qu'on n'apprend donc absolument rien à travers les œuvres d'art. À quoi bon l'art si on ne regarde dans l'art que ce que nous avons déjà constaté dans la nature? Mais là, je dirais que la nature, quelle que soit sa beauté, elle n'est que répétitive. La nature crée les choses toujours, tout le temps, de la même manière. Au moins, l'artiste a le mérite d'innover. Innover veut dire présenter les choses de manière neuve, de manière un peu modifiée, qui nous permet de nous renseigner sur la véritable nature de la chose qui est copiée. Attention, l'art n'est pas qu'une simple copie. En même temps que l'art copie la nature, l'artiste la recrée. Recréer veut dire, en quelque sorte, redonner une nouvelle vision, redonner une nouvelle vie simplement à la nature. On voit par exemple, certes, que quelle que soit la beauté de l'objet copié, la copie ne sera jamais égale à l'original, jamais. Mais au moins la copie a cette propriété, elle peut être innovée, modifiée et transformée. Voilà pourquoi les artistes ne sont pas seulement que des gens qui, dans l'exercice de leur fonction, dans l'exercice de leurs tâches, qui ne font que justement que reprendre mécaniquement. L'artiste innove. Et dans son innovation, il peut même nous montrer la chose cachée. Et je pense que c'est le sujet que, en tout cas, certains ont donné à leurs élèves cette année au niveau de la composition du second semestre. L'art peut-il nous renseigner sur la vérité? Je pense un peu comme ça. L'art permet-il de dévoiler la vérité? Ou bien l'art nous éloigne-t-il de la vérité? C'est ça. L'art nous éloigne-t-il de la vérité? Effectivement, si l'artiste ne fait que recopier la nature, effectivement, le paraître n'est pas l'être. L'être est toujours caché. Le paraître, c'est ce qui est donné par les organes de sens. C'est ce qui est à la surface des choses. C'est le mouvant, c'est le palpable. Si l'artiste se focalise seulement sur le paraître, il occulte la nature intime des choses. Platon dit ainsi que l'art nous éloigne de la vérité, l'art nous éloigne de la sagesse, alors que la philosophie, elle, en rejetant les sens, nous permet par le processus de l'intellection de nous approcher aux choses cachées. La philosophie est dévoilement de ce point de vue-là, alors que l'art est simplement copie. Ça, c'est du domaine de Platon. Mais quand on voit au fond, l'artiste a quelque chose qui dépasse la propriété de l'homme ordinaire. L'artiste est capable de reproduire. Si on mettait ici deux individus, l'un est artiste, l'autre qui ne l'est pas, il est profane à la matière, on leur demande de dessiner un seau, forcément on n'aura pas le même dessin. Celui qui a le talent, celui qui a ce génie propre-là, pourra reproduire le seau jusque dans ses moindres détails. Parce que lui, il a du génie. Il voit ce que l'homme ordinaire ne voit pas. C'est pourquoi Henri Bergson dit que entre nous, homme ordinaire, et la nature, il y a un voile qui s'interpose. Il y a comme un drap, un masque, une fumée. Il y a un écran de fumée qui nous empêche de voir la vérité des choses, ou bien la beauté des choses. Maintenant, il faut que l'artiste passe par là. Il faut que l'artiste nous renseigne. Il faut que l'artiste nous parle de la nature pour que nous puissions découvrir sa beauté. Je donne un exemple chez Oscar Wilde. Oscar Wilde dit que
pendant des siècles, il a neigé à Londres. Il a neigé à Londres, parce que c'est un pays très froid. Mais les Londoniens ne se sont jamais rendus compte de la beauté de la neige. Ils ne faisaient que regarder, mais jamais contempler. On peut faire une dichotomie entre regarder et voir. Oscar Wilde dit qu'on ne voit une chose que lorsqu'on en voit la beauté. On peut regarder, le regard c'est juste un mouvement de la vision, un mouvement des yeux. Voir, c'est pouvoir identifier la chose. Regarder et voir, c'est différent. Le regard, c'est juste un mouvement de l'œil, un mouvement. Ce mouvement ne permet pas d'identifier les objets chacun en sa nature. Mais quand je vois, c'est parce que je m'arrête d'abord à l'objet, je sculpte ces détails pour pouvoir l'identifier de tout ce qu'il n'est pas. Ça, c'est la vision qui nous permet de le faire. Oscar Wilde dit qu'à Londres, il a toujours neigé, mais les Londoniens n'ont jamais prêté attention à la beauté de la neige. Il a fallu que les poètes en parlent dans leur texte. Après quoi, à chaque fois que la neige tombe, les habitants de Londres se mettent devant leurs fenêtres pour observer la beauté de ce phénomène-là. Et pourtant, ils ont toujours regardé, mais jamais ils n'ont vu la beauté de la neige. Il a fallu lire les poèmes, regarder les peintures, pour se rendre compte effectivement que ce phénomène-là était beau. Donc l'art ici est une affaire mentale. L'art dépasse largement le côté, disons, sensible. L'art dépasse largement le côté de la copie. L'artiste nous dévoile, parce que ce que les gens ne voyaient pas auparavant, ils le découvrent après avoir regardé notre œuvre, justement, dans le domaine de la production. Voilà pourquoi on se rend compte que, on se dit que l'artiste est, je pense que c'est dans le domaine de la littérature, on dit que les poètes sont des mages, en quelque sorte, donc des gens qui sont capables d'aller, donc de s'inspirer, de sortir des choses extraordinaires. Et je précise que de ce point de vue-là, l'artiste dépasse, disons, le côté ordinaire, dépasse la science elle-même. La science ne fait que décrire ce qui est là devant nous. La science ne s'occupe pas de ce qui est dans le fond. Il y a un sujet de bac qui dit que la science s'occupe de la superficie des choses, laissant le fond à la philosophie. On peut même reprendre et modifier ce sujet en disant que la science s'occupe de la superficie des choses, laissant le fond à l'art. Parce que l'art dévoile le réel. L'art est capable, l'artiste est capable de faire sortir et de nous présenter ce que nous, laissés à nous-mêmes, on était incapable de voir et de distinguer. C'est pourquoi Henri Bergson dit que les artistes, entre l'art et le réel, entre l'artiste et le réel, le voile est transparent. Il est presque transparent. Ce que nous ne voyons pas, l'artiste, par son sens élevé de sensibilité, regarde, détecte, exhume et présente la beauté à la, n'est-ce pas, aux hommes ordinaires que nous sommes, si on n'est pas bien sûr dans le domaine de la possibilité de créer une œuvre d'art. Voilà donc, de ce point de vue-là, on voit que l'artiste n'est pas seulement que quelqu'un qui est un copieur. L'artiste est quelqu'un qui dévoile. De la même manière que la philosophie est dévoilement, parce qu'elle cherche à accéder à l'intimité de l'autre. Je vous renvoie un peu à la dialectique de Platon, qui dit que dans le monde sensible, justement, c'est le monde de l'erreur, etc. Le philosophe doit sortir du monde sensible pour aller dans le monde intelligible. Ici, l'artiste, lui, il va dans les profondeurs. Les profondeurs, ça veut dire que ce qui est caché, lui, il a la possibilité de le détecter et de l'exhumer pour le montrer et pour le présenter aux hommes ordinaires. Voilà pourquoi l'art ne nous éloigne pas de la vérité. L'art, d'ailleurs, nous dévoile la vérité. L'art peut être considéré comme le plus court chemin pour nous faire accéder à cette vérité-là. Celle-là même à laquelle nous serions restés indifférents. Voilà donc les deux éléments que je voulais vous montrer. D'abord, dans le domaine de l'art, il y a certes la beauté, il y a l'inspiration, mais l'art ne sert pas seulement qu'à produire de la beauté. Je vous disais au début que dans la pensée de René Higues, l'art a deux fonctions principalement. La représentation et l'expression. Ordinairement, nous n'avons que la parole pour exprimer nos pensées. L'homme a une double vie.
une vie intérieure composée de pensées, d'émotions, de sentiments et d'état d'âme. Cette vie, elle est intérieure, elle est intime. Personne d'autre ne peut savoir ce à quoi je pense tant que je n'extériorise pas ma pensée. Personne d'autre. Personne d'autre ne peut dire voilà ce à quoi tu penses. Donc la pensée, elle est intérieure et elle est silencieuse. Donc la parole, elle est extérieure. La parole, c'est la profération sonore de la pensée. Le son là, c'est ce qu'on appelle la parole. Mais on peut exprimer la pensée de plusieurs manières. Mais arrêtons-nous un peu à la parole. La parole, elle est extérieure. La parole, elle est collective. Et la parole, ou bien le langage de façon générale, a 3 caractères. Économique, contraignant et extérieur. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma langue, c'est la langue de la communauté à laquelle j'appartiens. Et chaque langue est composée d'un nombre précis de caractères qu'on appelle l'alphabet. Et dans chaque langue, il y a des règles qui font que parfois, en les observant, je ne peux pas exprimer fidèlement ma pensée. Il arrive très souvent qu'on fasse l'expérience, ou bien on écoute les gens disent « comment dirais-je » Quelqu'un dans son discours dit « comment dirais-je » Ça veut dire « je me demande la manière dont je dirais ma pensée » parce que je ne trouve pas de mots adéquats. La pensée ne correspond pas toujours à un mot. Et il reste toujours quelque chose dans mon fort intérieur que je n'arrive pas à exprimer. C'est ce que Diderot appelle l'ineffable. La pensée pure, la pensée intime. Maintenant, quand on est confronté à cette pensée-là, une pensée profonde, une pensée pure, une pensée qu'aucun mot ne peut cerner, l'art nous permet ici de sortir de cette caverne en question. On peut représenter ou bien on peut exprimer notre pensée par le biais de l'art. On peut exprimer notre pensée par le biais de l'art. Par exemple, je vous donne la pensée de Bob Marley à travers son art. Voyez-vous, pour montrer le rap par exemple, pour exprimer toute cette domination, toute cette exploitation, la vie misérable que les gens vivent dans les ghettos, les Noirs américains ont inventé le rap, qui est une forme d'art. Voyez-vous, Bob Marley, pour également conscientiser ses contemporains, les inviter à prendre le destin en main et passer par son art. Voyez-vous, et Picasso également, pour exprimer, disons, pour montrer la manière par laquelle la guerre détruit la condition humaine, il a fait de l'art, la Guernica. Donc nous voyons ici que l'art peut être une forme d'expression. Exprimer veut dire faire sortir la pensée à l'extérieur. La présenter justement à ceux qui ne pouvaient pas la soupçonner si bien sûr elle n'était pas dévoilée, si elle n'était pas extériorisée. Voilà pourquoi l'art est ici un langage. Ce langage-là, que seul l'artiste, bien sûr, peut formuler, interpréter et bien sûr, n'est-ce pas, présenter à ses contemporains. René Higues dit que ce que le langage ne peut exprimer, l'art permet au moins de le dévoiler. Dans la nature, nous avons des limites. Une limite imposée par le langage, l'art nous permet de surpasser, de surmonter cette limite-là. La deuxième limite, c'est la limite imposée par le temps. Nous sommes tous des mortels. Nous sommes tous des mortels. Il n'y a pas d'homme immortel. Et pourtant, l'art peut immortaliser le moment. Ce que nous faisons ici actuellement, aujourd'hui, on parle de l'art de l'audiovisuel. C'est une chaîne de télévision. Voyez-vous, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'art audiovisuel. On est en train d'immortaliser ce moment-là. Au bout de 2 heures, on va terminer notre séance. Mais grâce à leur ingéniosité, grâce à leur savoir-faire, ils vont fixer le moment, l'immortaliser. C'est pourquoi René Higues dit qu'on est capable, l'artiste est capable d'immortaliser cette fugitive beauté qu'il a émue, permettant ainsi à l'homme d'entrer dans le temps. Il s'immortalise en immortalisant le moment. Voilà pourquoi je dis l'art a plusieurs fonctions. Mais les 2 fonctions nous permettent de montrer que le but de l'art n'est pas seulement de créer la beauté.
Même parfois, la laideur peut être considérée comme objet de représentation artistique. Nous, quand on faisait le bac, le sujet était ainsi libellé. Un objet sacré peut-il être considéré comme une œuvre d'art? Par exemple, le masque, chez les Dogons, l'architecture de la mosquée. La mosquée est un endroit sacré. Le chapelet, c'est un objet sacré. Voyez-vous? Et pourtant, c'est de l'œuvre d'art parce que le chapelet, c'est de la sculpture. La mosquée, c'est de l'architecture. Le masque, c'est la sculpture. Donc, c'est pour dire qu'à un certain moment, l'art a une fonction magico-religieuse. L'art a une fonction magico-religieuse, l'art a une fonction thérapeutique. Chez les Lebou, par exemple, pour délivrer ou bien pour soulager les personnes possédées par des esprits maléfiques, on organise des NEP, des cérémonies d'exorcisme, durant lesquelles on chante et on danse. Le chant et la danse sont des formes d'art. Mais ici, ce n'est pas seulement pour se divertir, mais c'est pour soigner. Donc, la fonction thérapeutique de l'art. Donc, voici des éléments à partir desquels on peut donc, disons, avancer la thèse selon laquelle la beauté n'est pas l'unique préoccupation de l'artiste et qu'il y a aussi plusieurs autres choses. Quand on parle, par exemple, de la laideur, a priori, ce n'est pas l'objectif de l'art. Mais quand on voit la fonction subversive de l'art, à travers les carnavals, par exemple, parfois, les artistes peuvent se déguiser pour faire peur. Je me rappelle, je disais, l'un des textes magnifiques qu'on avait appris à l'école élémentaire, dans lequel on disait « Victor s'est déguisé en sorcier. Son masque était le plus laid. Il nous a fait peur. » Et pourtant, devant une œuvre d'art, on devrait se réjouir. Mais dans cette partie du texte que je viens de citer, l'art était fait pour faire peur. C'est une fonction subversive de l'art. Et dans certaines poésies également, nous avons ça. Chez Aimé Césaire, la poésie elle est réputée pour ses vers, pour ses rimes. Mais chez Aimé Césaire, on prend le contre-pied de tout cela pour présenter des choses qui ne sont en aucune façon attirantes. Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas pour plaire, mais pour déplaire. Quand il dit dans Cahiers de retour au Pays natal, va-t'en. Va-t'en en parlant aux Blancs, gueule de flic, gueule de vache. C'est presque des injures. Mais lui, il voulait faire monter à travers sa forme d'art toute l'amertume qu'il habitait à travers justement sa vie. Voilà donc en gros les deux aspects justement de l'art, les formes d'art et les fonctions de l'art. Et dire que ne vous attendez pas à des sujets du genre, l'art est-il simplement création? Comme on a dit par exemple, quand en 2015 ou 2014, on disait aux élèves, l'art se rapproche toujours de la réalité. L'art se rapproche toujours de la réalité, soit pour l'exprimer, soit pour la représenter. Alors là, on voit effectivement que dans la phase de résolution, on invitait les élèves à savoir d'abord comment aborder ces sujets de cette nature-là. L'art se rapporte toujours à la réalité, soit pour l'imiter, soit pour la désavouer. L'élève ou bien le candidat était amené d'abord à valider toute l'affirmation en faisant abstraction un peu à toujours, à la notion de toujours. Quand on imite la réalité, donc on est encore en rapport avec la réalité. Quand on désavoue aussi une réalité qui est là, mais qui ne nous agrée pas. Voilà donc, M. Seck, en quelques mots, l'objectif de notre séance d'aujourd'hui. On cherchait à accompagner les candidats en leur proposant une démarche et en leur rappelant un peu ce qu'ils ont fait en classe, bien sûr, ils ont fait ça en classe. Mais peut-être que de façon aérée et sous l'arbre à palabres comme à l'agora, on essayait de reprendre tout ça sans aucune forme de contrainte. En classe, on est un peu soumis à l'impératif du temps, alors que là, on est un peu à l'air libre, on peut aborder justement les choses de façon tout à fait logique et tout à fait libérée. Voilà donc en quelque sorte, donc ce article Thierno Bocar Sed pour lui démonter philosophie que jàng comme matière di fofu ko mathématique no wodi, histoire géographie no wodi, français no wodi, anglais no wodi. Discipline fofu et méthode mum e ko namdi.
philosophie wona ñamde wona yarde wona diine ko miijo nder miijo he noon yimɓe ɓe ene posé ene namde hen miijoji goɗɗi ina wiya par exemple est ce que diine ene wawi yadude e philosophie sona mo anda komo anda tan wiyata diine wawi yadude philosophie. La religion elle-même elle est philosophique. La religion elle-même elle est philosophique. Parce qu'on ne peut pas... Demandez-vous simplement pourquoi la religion n'est pas descendue parmi les animaux. Pourquoi diine jippa e kullon? Parce que kullon kon ngala hakkillaji. Neddo non so jogima hakkille ko pour miijo. Philosophie ko miijo tan. Mo wi no elwaɓe soɓe liira soɓe janga deftere Allah nde maɓe jii hen koɓe mbawi hutorade e nder philosophie. Par exemple, pour différencier la philosophie de la religion, dans le Coran il est dit dans la sourate 2 Baqara verset 2, Dieu dit, je le cite de ma politesse, voici un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, ou bien le doute n'est pas permis. Donc dans la religion il n'y a pas de doute, mais dans la philosophie il y en a. La philosophie n'est pas la Bible, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Coran. Donc il y a le doute dans la philosophie. Mais ce doute-là peut accompagner la réflexion ou bien peut accompagner le texte religieux pour l'éclairer seulement. Partout, je disais tout le temps, je parlais des poètes, dans la sourate 26 du Coran, verset 224, Dieu dit, quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Et ceci en parfaite adéquation avec la philosophie platonicienne. Platon dit que il faut chasser les poètes de la cité parce que ce sont des illusionnistes. Ouais, donc, philosophie et religion ne sont pas séparées. Philosophie ne va y de dîner. Il y a des dîner. Il faut y avoir des dîner. Ça dit que yimbe kuli hen ko wibe philosophie y a des dîner be. Be burane njoyo ça limite l'histoire de la philosophie. Burdo hen ande do ko Nietzsche bi de voilà Dieu est mort. Wala Karl Marx. Wala Ludwig Feuerbach e gandalam ɓe ɓurani joyo hen ande ɗo ko Nietzsche biɗo voilà Dieu est mort wala Karl Marx wala Ludwig Feuerbach e gandalam ɓe ɓurani joyo mais sa jangi e diine ma haalen Al-Ghazali est ce que ala ɗeɓe abbitadema ko seeɗa to banggue micciyanka non non hay Nietzsche ko haali ko par exemple so wi Dieu est mort ya haalɗum e pulaar ok Dieu est mort c'est parce que kanko o yi par exemple yimɓe ɓe ene mojo diine o eɓe jeloro diine o eɓe liggoro diine o effectivement eɓe liggoro diine o kono ɓe liggana e diine o wi donc ɓen yimɓe son mbiɓe janggo Allah wodani kamɓe donc koɓe liggorto ɗon ko boni maɓe jaa ɓe liggo e doole maɓɓe ko wallidde yimɓe ɓe uddidde guite maɓɓe wiide on wonɓe e diine ɓe kono kamɓe ɓe liggorto diine o par ce que Nietzsche kanko o ɓuuri horsinde fof ko Jésus Christ e kadi sa wi Jésus Christ woni annabi Isa diine l'islam e nandirimo omo haale Qur'an ayi Bible ko kanko adi ɗum donc so tawi Nietzsche philosophe oui Jésus-Christ c'est celui qui présente donc kanko wona kecce e nder philosophie e woni Karl Marx ɓen ko matérialisme jaade ɓen effectivement ko athéisme pur et dur mais aussi ɓen ko pour wallide yimɓe ɓe yo calo wiide mukk mi liggotako hannde par ce que somi mayi mamna aljanna so gunam ɗam ɗo metti tan janngo ma wel kamɓe ko ɗum ɓe jaade ɓe mbi yimɓeɓe yo liggo guila ɗo ene wawi taw janngo ala e wiide mabɓe ene wawi taw janngo ala donc sa liggima hannde ma waw wurde kam au moins gurna hoorema e gurna ko tarima ho voilà pourquoi philosophie so tawi sona mo anda wiya wawa yaddude diine mais philosophie ene waɗa accompagner science également la philosophie accompagne la science ene fof eɗen gandi hannde les réseaux sociaux wonko woni hen ko heewi Baba Mal wonko wi par exemple e album makko yoni o wi tubago funtinomi funti ɓamti leydi mum min hannde mami funtumi daña ko ɓamti leydam gandal makko mami janngu
kaɓirɗe makko mami hutoro ko moƴƴe makko mami jembu ko bone makko mami oppu tu vois donc saɗa yaade aussi jamanu a anda jamanu ko namdi wonko heewi ko woni hannde e science ko nafoore men en mbawa hannde wiide eɗen guurda no mamiraɓe no mawɓe aɗa guurno wawa wonde kono noon e ndem gurdam hannde il faut enen ganden aussi ko mbawata hen ƴettude taw bonanta en haydara enen aada diine moral koye men woni wawa hen iwde en mbawa wiide eɗen gurda no tubakoɓe gurdini c'est pas possible mum fof e gurdam mum fof e culture mum par ce que culture ko réponse la culture est une réponse par rapport au milieu enen milieu gonɗen o réponse men ko culture men france naɓe ɓen ko culture mumen donc très souvent so tawi tan en yaha ene jiiɓodira mo anda fof ma wi science ɓuri philosophie effectivement ko science waɗata ko philosophie waɗani ɗum philosophie adani portable adani micro mais wiyata ƴeewe ko science waɗanta on ko har mon waɗɗiri hen kono gañi on janggo en fait wona science waɗata ko scientifique uji mbaɗata miijaade no neɗɗo wonirta e nder duniya gonka neɗɗo e aduna no wonirta d' abord kanko e environnement o d' abord c'est très important aujourd'hui on parle de réchauffement climatique wona réchauffement climatique woni nguleyki nane ɓeyɗo e aduna he so nguleyki ɓeydima noon glace uji gonɗuɗi Canada ɗi cayat so sa yi niveau maire niveau gueƴoji ɓeydata wona so niveau gueƴo ɓeydima waɗat inondation donc ko genre chaîne hen gueɗel fof ne jibini gonga guel jibini goɗɗum ɗum ha ganda so ɓoyi so ndiyam ɗam heewi en galta so ndiyam kaɗam ɗam heewi en jogata hayto ndemɗen so yimɓe ndemani noon ko heege tu vois donc philosophie ne wiya neɗɗo halmakko wadde hunde mo yo miijo et c'est extrêmement important surtout hande encore ko ɗum yimɓe mbasirto sowaɓe e nder les réseaux sociaux haɗama wadde hunde haydara miijo d' abord miijoɗa woɗɓe ɓe holko miijoroto e ma sa waɗi ɗum Emmanuel Kant on ko karalla mawɗo e nder philosophie kanko bangal makko yaari ko banggue moral o wi sa yiiɗi andude ko moƴƴi pour mbaɗa ɗum haɗama wadde namdo hoorema yimɓeɓe holko miijoro e ma sa waɗi ɗum yimɓeɓe holno jagguirtoma sa waɗi ɗum min de komi cosoho mboɗo yiiɗi wujoyɗa ñebbe somi jaggama hen hono jiritemi no fewani wona donc mi anda guyka moƴƴani min de komi sekseko mboɗo yiiɗi ardade oɗa juma somi ardima juma holno jiritemi wona kono moƴƴi donc yo miyami ardude c'est ça la morale agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle de la nature ubi banggue goɗɗo et ça c'est extrêmement important hakkude men hay goto hoto hutoro goɗɗo ɗo jagguir bande no jagguirta hoore ma ni c'est extrêmement important hande wona mi yaɓa e makko pour mi heɓa oɗo poste wona mi yara e makko mbaɗa heɓa oɗo avantage non jagguirmo no jagguirɗa hoore ma ni neɗɗo fof ko valeur onon noon oɗon wawi andude valeur ko firti pular neɗɗo fof ko teddugal justement neɗɗo fof ko teddugal ko ɓalejo ko boɗejo ko chinois ko japonais neɗɗo fof ɓatan ko tagore Allah ko teddugal e ɗayde kala tagore Allah ko teddugal parent ji ɗi ala ko hulte e philosophie nden sa wi tan ko philosophie mbatta soɓe gandi ɓe ndentete mais a yi hande Souleymane Bassirou Diagne ko professeur université kanko o windi livre goto philosophie en l'islam philosophie dans l'islam o jangguintima Qouran kono ko hafiz Qouran pour no pamirta ko hafiz al Qouran kadi ko neɗɗo teddude e nder diwan makko to woni ɗo ɗum fof hokkimi ko philosophie kono meeɗa yijidde ko woni ko woni ko ɓalejo ko julɗo woni jaade e jamanu o jaade e jangde nde kono hoto jijjete ko gonɗon ko jeeɗon ko voilà donc ala probléme hay goto kala ken jangge batte philosophie ko haɗa hen ko tan ko wiide min de somi yeehi ko oɗo ko mbaɗami dissertation walla mbaɗami commentaire walla ko o leçon jangganmi o leçon yaltata so tawi hande a noddi kam a yii haal philosophie ko ɗum janggumi
mami jogi hen coftal jarnadema jarnade aussi haralleɓe arɓe ɗo ɓe hannde min calmini aussi sosoɓe fof jarnadema vraiment aussi jarnaɓe yeɓoɓe fof wiide kadi yo Allah wallu yataw ko barke jangga neɗɗo ko tampanta ko fof hoto tampan mere tan jinnaɓe mbiyano nden ren tampan mere yo Allah jaabo on duwaw